Enfant, Ben Mitchell a constaté de visu comment les difficultés financières pouvaient détruire des vies. La famille d'un ami a perdu sa maison du jour au lendemain. Victime d'un système bancaire qui privilégiait les profits aux personnes, ce moment l'a marqué, lui inculquant la conviction que la finance devait servir les individus, et pas seulement les entreprises. Au départ, Ben envisageait le droit comme un moyen de lutter contre l'injustice économique. Mais un bref stage l'a désillusionné. Il a compris que le changement ne viendrait pas des poursuites judiciaires. Il devait commencer au sein même du système. Déterminé, il a jeté son dévolu sur la banque, mais à sa façon. Au Palace Hotel, les invités ont applaudi lorsque Perry Bergen est monté sur la scène pour remettre à Ben Mitchell le prix du banquier de l'année. Assis à la table d'honneur, Ben a souri poliment, même s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. La publicité le mettait toujours mal à l'aise, mais il ne pouvait nier que cette reconnaissance était gratifiante, d'autant plus qu'elle validait les années de travail acharné qu'il avait consacrées à la création de Community First Bank. Au moins, c'était une belle publicité pour la banque. Ben peaufinait son idée de banque depuis ses études. Plutôt que de se battre pour obtenir des comptes d'entreprise, il imaginait une banque axée sur les particuliers et les familles. Nous investissons dans l'humain, tel était le slogan de la banque. La plupart des gens pensaient que la banque de détail appartenait au passé. Lorsque Ben a présenté l'idée pour la première fois comme projet universitaire, son professeur lui a donné une mauvaise note, prédisant que cela ne fonctionnerait jamais. Même Perry, son camarade de classe et ami en finance, avait des doutes. Tout le monde, sauf son public cible, a rejeté le projet. Mais dans un monde de plus en plus impersonnel, les clients appréciaient le service personnalisé offert par Ben. Les prêts aux petites entreprises et les lignes de crédit personnel ont prospéré avec des taux de défaut étonnamment bas. La banque de Ben a rapidement renoué avec les bénéfices, connaissant une croissance plus rapide que prévu. Désormais, les analystes du secteur prédisaient qu'un concurrent important tenterait bientôt de la racheter. Même si une offre lucrative aurait pu être tentante, Ben était attaché à sa vision et n'avait aucune envie de vendre. Tandis que Perry poursuivait son discours, sa femme lui a passé une tasse de café. Ben a souri, l'a embrassé sur la joue pour la remercier, et a bu une gorgée. Le café était presque sa marque de fabrique. Il était rarement sans une tasse à la main. Bien sûr, le parcours de Ben n'était pas sans embûches, continua Perry. Il rencontra d'immenses obstacles en chemin. Ben, écoutant tranquillement, se dit, ils n'en savent pas la moitié. La vie de Ben avait été façonnée par 3 décisions cruciales. La première, à l'adolescence, fut celle d'arrêter complètement l'alcool. L'alcoolisme de sa mère avait profondément marqué son enfance. Elle avait commencé à boire avec modération, mais au fil des ans, la situation s'était aggravée. Au collège, c'était devenu une constante à la maison. Il se souvenait parfaitement d'un moment où elle lui avait jeté de la nourriture au visage parce qu'il n'avait pas fini son déjeuner. Son père, désespéré, intervint à maintes reprises, mais en vain. Malgré tous ses efforts pour protéger Ben, sa mère refusa de reconnaître son problème. Finalement, le père de Ben accepta qu'elle seule pouvait se sauver. Après sa disparition pendant des jours, retrouvé dans un refuge pour sans-abri, le père de Ben demanda le divorce. Ben, cependant, n'oublia jamais le jour où il vit sa mère mourir d'une cirrhose à l'hôpital. Cette expérience renforça sa résolution de ne plus jamais toucher à l'alcool. Le café, en revanche, devint sa boisson de prédilection, toujours à portée de main. La deuxième décision importante de Ben fut de suivre les traces de son père et de devenir banquier. Malgré son adolescence rebelle et son mépris initial pour le secteur bancaire, il prit conscience de la valeur du travail de son père. Après des vacances de Noël tendues pendant sa première année d'université, son père l'emmena en voiture dans les quartiers populaires de la ville. Il lui montra comment leur banque avait aidé des gens à acheter une maison, une voiture et même à créer une entreprise. L'intégrité de son père et son engagement à améliorer la vie des gens transformèrent sa vision des choses. Ben se réorienta vers le commerce, se concentrant sur la banque et la finance, et commença à considérer son père non seulement comme un parent, mais aussi comme un mentor et une personne animée d'une passion profonde et discrète pour son travail. Ce lien se renforça l'année précédant le décès de son père d'une crise cardiaque. Bien que dévasté par cette perte, Ben trouva du réconfort dans leur dernière année de complicité. Aux funérailles de son père, il découvrit qu'il bénéficiait d'une généreuse assurance vie. Grâce à elle, il put terminer ses études et se lancer dans la banque en créant sa propre banque, Community First.
La troisième décision prise par Ben des années plus tôt fut de créer une banque qui placerait véritablement l'humain au cœur de ses préoccupations. L'argent de l'assurance vie laissé par son père devint le capital de départ de ce rêve. Ce faisant, Ben put honorer les leçons que son père lui avait inculquées sur l'intégrité, le service et l'engagement. Ben prit une décision importante en deuxième année de lycée en s'inscrivant à un projet d'action communautaire. C'est là qu'il rencontra Elizabeth Pearson. Dès son premier regard, il fut subjugué par sa beauté. Ce sentiment le laissa sans voix, et lorsqu'elle le surprit à le fixer, il rougit, ne sachant que dire. Plus tard, elle s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il le fixait. Dans un moment de franchise nerveuse, Ben laissa échapper qu'il pensait qu'elle était la fille qu'il épouserait peut-être un jour. À sa grande surprise, Elizabeth répondit qu'elle avait pensé la même chose de lui. Dès lors, ils devinrent inséparables. Leur relation fut d'abord une source d'amusement pour leurs camarades de classe. Mais avec le temps, il devint évident pour tous que Ben et Elizabeth étaient sérieux. Le père de Ben, bien qu'inquiet que son fils se concentre si tôt sur une seule personne, fut finalement conquis par le caractère d'Elizabeth. Elle était gentille, intelligente et responsable. Le père de Ben prit même le temps de discuter avec lui de relations responsables. Il fut soulagé d'apprendre qu'Elizabeth et Ben avaient convenu d'attendre le mariage. Le couple prévoyait d'aller à l'université ensemble et de se marier après l'obtention de leur diplôme. Mais tout changea avec la mort soudaine du père de Ben. Ben rentra chez lui pour s'occuper des funérailles et des affaires familiales. Tandis qu'Elizabeth poursuivait ses études, elle voulait abandonner ses études pour le soutenir, mais Ben insista pour qu'elle reste à l'école. Les semaines passèrent et Elizabeth commença à fréquenter davantage le campus, ce qui amena les hommes à s'intéresser à elle. Cependant, elle resta attachée à Ben. Lorsque Ben lui rendit enfin visite à l'université, il remarqua un changement. Elizabeth, bien que manquant de lui, semblait distante et silencieuse. Après un dîner tendu, Ben lui demanda ce qui n'allait pas, et elle lui avoua que la mort soudaine de son père l'avait effrayée. L'idée de le perdre, lui aussi, la bouleversa profondément et la poussa à insister pour que Ben soit plus intime, malgré leur promesse d'attendre. Dans un moment d'intense émotion, ils rompirent leur promesse et couchèrent ensemble. Soulagés, ils réalisèrent aussi qu'ils n'avaient pas utilisé de protection, ce qui entraîna quelques semaines d'anxiété avant le retour des règles d'Elizabeth. Ben avait manqué un semestre de cours et peinait à rattraper son retard. Il devait suivre des cours d'été pour obtenir son diplôme avec Elizabeth. Leur mariage eut lieu 3 jours après la remise des diplômes. Ben, embrassant sa future épouse, murmura que l'épouser avait été la meilleure décision de sa vie. Après ses études, Ben décida d'acquérir de l'expérience en travaillant dans une banque traditionnelle avant de créer la sienne. Ses excellents résultats scolaires et les relations de son père lui permirent d'obtenir un poste de stagiaire en gestion dans une grande banque locale. Il travailla dur, mais il avait hâte de réaliser son rêve d'ouvrir sa propre banque. Entre-temps, Elizabeth trouva un poste d'enseignante dans une école primaire d'un quartier défavorisé. Sa patience et son dévouement en firent la favorite de ses élèves. Malgré leurs revenus modestes, ils vivaient modestement, économisant pour la future banque de Ben au lieu d'acheter une maison. Ils eurent leur lot de difficultés. Elizabeth avait peur des médecins. Et lorsqu'elle dut passer son premier examen gynécologique après leur mariage, Ben tenta de la réconforter. Mais lorsque les résultats révélèrent quelque chose de suspect, ils craignirent tous deux le pire. Le diagnostic du médecin était encore plus grave qu'ils ne l'imaginaient, un cancer de l'ovaire. Ben était terrifié, mais le médecin leur assura que la chirurgie pourrait éliminer la maladie avant qu'elle ne se propage. Alors qu'il se préparait pour son opération, Ben fut bouleversé par la réalité, la vie était imprévisible. Malgré leurs projets et leurs rêves, ils devaient maintenant affronter ensemble un nouveau défi imprévu. Ben ressentait la tension d'Elizabeth face à son combat contre le cancer. Plus l'opération approchait, plus il était saisi par la peur. Mais Elizabeth semblait étrangement calme. Au lieu d'être accablée, elle trouvait la paix. Tandis que Ben luttait pour se reprendre, elle expliqua calmement qu'après tout ce qu'elle avait traversé, il n'y avait plus rien à craindre. Le pire est déjà là, dit-elle, acceptant son sort. L'opération a d'abord été un succès, et l'oncologue était optimiste. Je pense qu'on a tout retiré, dit-il à Ben. Il y a de bonnes chances qu'elle survive au cancer, mais cet espoir s'est vite évanoui. Les examens de suivi ont montré que le cancer s'était propagé à son foie, et la chimiothérapie n'a fait que l'affaiblir sans ralentir la maladie.
La vie de Ben est devenue un tourbillon de travail, de visites à l'hôpital et de soins à Elizabeth, lui laissant peu de temps pour autre chose. La culpabilité lui montait au visage tandis qu'il la regardait souffrir, impuissant face à sa maladie. Après une nouvelle chimiothérapie, le médecin lui a suggéré un essai clinique à Stanford qui pourrait lui offrir un nouvel espoir. Ben a accepté l'idée avec enthousiasme, mais Elizabeth a refusé. Elle en avait assez des hôpitaux et des traitements. « Je veux juste rentrer chez elle », a-t-elle dit d'une voix calme mais résolue. Ben avait le cœur brisé, mais il a accepté de respecter ses souhaits. Avec le soutien d'une infirmière auxiliaire, Elizabeth a passé ses derniers jours chez elle. Les visites de l'infirmière offraient à Ben de brèves pauses pour aller travailler, mais la douleur de voir Elizabeth décliner était insupportable. Un après-midi, l'infirmière a appelé. « Il est temps », a-t-elle dit. Ben s'est précipité. À la maison, elle trouva Elizabeth au lit, ses cheveux roux déployés autour d'elle comme un halo. Elle sourit faiblement tandis qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Tu es le meilleur des maris », murmura-t-elle. « Je ne changerai rien. » Ben, le visage ruisselant de larmes, peinait à trouver ses mots. « Comment puis-je vivre sans toi ?» s'étrangla-t-il. Le visage d'Elizabeth redevint sérieux. « Je veux que tu me promettes 2 choses, dit-elle doucement. Premièrement, réalise ton rêve. Ouvre cette banque dont tu m'as toujours parlé. Je crois en toi. » « Je te le promets, » répondit Ben, luttant pour se contenir. « Deuxièmement, poursuivit-elle d'une voix ferme. Je veux que tu trouves quelqu'un d'autre à aimer. Quelqu'un qui prendra soin de toi, et moi, je ne peux pas, Ben recula, horrifié. Je ne peux pas. Je n'y arriverai jamais. Tu y arriveras, dit-elle fermement. Quand tu la rencontreras, donne-lui tout l'amour que tu m'as donné. Promets-le-moi. Déchiré, Ben finit par accepter. Je te le promets. Quelques instants plus tard, l'infirmière de l'hospice posa doucement une main sur son épaule. Il est temps, dit-elle. Ben embrassa sa femme une dernière fois, puis s'engagea dans la douloureuse réalité de la vie sans elle. Anéanti mais déterminé, Ben quitta son emploi et entama le parcours tant attendu de l'ouverture de sa propre banque. Il contacta Perry Bergen, un ami de longue date, et ensemble, ils utilisèrent l'héritage de Ben pour lancer Community First Bank, CFB. Ils choisirent ce nom en harmonie avec leur mission de service et de soutien à la communauté locale. CFB se démarqua rapidement de la concurrence. Tandis que les grandes banques se tournaient vers les services numériques, Ben se concentra sur les petites agences des quartiers populaires, transformant souvent des propriétés abandonnées en espaces bancaires abordables. Il proposait des prêts à des taux équitables, défiant les pratiques prédatrices des prêteurs sur salaire et autres sociétés à taux d'intérêt élevés. Au fil du temps, CFB gagna une clientèle fidèle, notamment parmi les petites entreprises en manque de fonds de roulement. Malgré les difficultés, CFB se développa lentement et, après 4 ans, générait des bénéfices réguliers. Ben acheta une maison, celle qu'il avait toujours rêvé de partager avec Elizabeth. Son chagrin persistait, mais le temps en adoucissait les angles. 1 an après la mort d'Elizabeth, ses amis commencèrent à le pousser à renouer avec les relations amoureuses. Mais Ben ne parvenait pas à s'ouvrir à qui que ce soit. Puis, 4 ans après la mort d'Elizabeth, sa routine commença à changer. Au lieu de rester au bureau, il travaillait dans ses succursales, alternant chaque semaine. Cela lui permettait de rester en contact avec ses employés et ses clients. Et au cours d'une de ces semaines, il remarqua enfin quelque chose qui le fit repenser à son avenir. Un nouveau chapitre de sa vie commençait. Ben effectuait des calculs lorsqu'un flash sur le mur attira son attention. Une alarme silencieuse s'était déclenchée dans l'une de ses succursales. Un braquage était en cours. Il accéda rapidement aux caméras de sécurité et aperçut le voleur en herbe debout près de la caisse. Scrutant les alentours à la recherche de complices, il n'en vit aucun et passa à la caméra extérieure. Le seul véhicule sur le parking était un vieux pick-up. Ben zooma sur le braquage. Le caissier tendit un sac d'argent au braqueur et il se précipita dehors. Alors que l'homme traversait le parking à toute vitesse, il monta dans le camion et se figea en voyant Ben assis sur le siège passager. « Qui diable êtes-vous » demanda le braqueur, surpris. « Je suis Ben Mitchell. »« C'est ma banque que vous essayez de braquer » répondit Ben calmement. L'homme fouilla la poche de sa veste. « Je me fiche de qui vous êtes. Sors de mon camion, sinon. » Ben resta calme. « Pas avant que tu m'écoutes. »
Le braqueur le fusilla du regard et aboya. Je te l'ai dit. Sors de là, avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Ben examina l'homme. Tu n'as pas d'outils, n'est-ce pas? Le braqueur hésita, puis s'affaissa, vaincu. Non, murmura-t-il. Ben désigna le sac d'argent. Combien espériez-vous obtenir? J'avais besoin de 30 000 $, répondit l'homme, le visage las. J'espérais que ça couvrirait mon prêt immobilier et me permettrait de tenir le coup jusqu'à ce que je trouve du travail. Ben secoua la tête. Il y a moins de 5 000 $ dans ce sac. C'est la limite qu'on a fixée pour chaque caisse. Et si on l'ouvre, il y a une bombe à l'intérieur qui va exploser. L'homme ricana. Quel genre de braqueur suis-je? Murmura-t-il. Avez-vous déjà fait ça? Demanda Ben. L'homme soupira. Rappelez-vous, j'ai perdu mon emploi il y a 6 mois. Puis ma femme est tombée malade et tout s'est effondré. Je suppose que j'étais désespéré. Ben l'observa un moment, puis ouvrit la portière du camion. Viens avec moi. L'homme, vaincu, suivit Ben dans la banque. Les employés furent stupéfaits de voir leur patron entrer avec l'homme qui venait de tenter de les braquer. Ben s'assit à une table et fit signe au braqueur de s'asseoir en face de lui. Que quelqu'un me fournisse un formulaire de prêt, ordonna Ben. Il se tourna vers l'homme. Voilà le marché. Tu me rends l'argent et je te prête ce dont tu as besoin pour te remettre sur pied. Tu me rembourseras une fois ta situation stabilisée. Le braqueur parut incrédule. Pourquoi fais-tu ça? Tu sais que je n'ai pas de travail et que j'ai juste essayé de te voler. Ben sourit en remplissant le formulaire de prêt. Si je signale le braquage, la banque devra fermer pour le reste de la journée et je perdrai de l'argent. En plus, je devrais m'occuper de la paperasse. Mais si je te prête l'argent et que tu me rembourses, je fais d'un petit bénéfice. Je pense que tu en vaux la peine. Il fit glisser le papier sur la table. On a un marché? L'homme regarda le document, les yeux écarquillés. Attends, tu me prêtes 40 000 $? Je ne voulais que 30 000 $. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un peu plus. Si tu ne les utilises pas tous, tu pourras me rendre le reste. L'homme, toujours là. Incrédule, Ben prit la plume et signa le contrat de prêt. Que Dieu vous bénisse, monsieur Mitchell, dit-il d'une voix lourde de gratitude. L'histoire se répandit rapidement dans toute la banque et, à la fin de la journée, Perry, l'associé de Ben, l'appela. À quoi pensiez-vous? On ne reverra plus jamais cet argent, soupira Ben. Peut-être, peut-être pas. Ça m'a semblé juste la bonne chose à faire. S'il vous plaît, ne prenez pas ces décisions sans m'en parler au préalable, supplia Perry. Le lendemain, un client qui avait filmé l'incident en entier l'a mis en ligne sur YouTube. À son arrivée au travail, une équipe de télévision l'attendait pour l'interviewer. Le soir même, l'histoire était devenue virale. Le lendemain matin, USA Today s'en empara et, peu après, Ben fut contacté par Good Morning America. Pendant l'interview en direct, une entreprise locale proposa un emploi à l'ancien braqueur. Si Ben Mitchell est prêt à lui donner sa chance, nous le pouvons aussi, déclara le porte-parole de l'entreprise, déclenchant les acclamations du public. L'effervescence médiatique se poursuivit, le New York Times qualifiant Ben de figure emblématique du capitalisme bienveillant. Bien qu'il n'ait pas souhaité attirer l'attention, cela apporta un formidable élan à la Community First Bank. Perry fut ravi de l'augmentation du nombre de clients et des dépôts, mais il ne refit plus jamais part de ses inquiétudes initiales. Un mois plus tard, un employé de Ben lui annonça qu'une femme souhaitait lui parler. Elle dit être journaliste. Ben soupira. Je croyais que c'était fini. Elle ne peut pas revenir plus tard? L'employé le regarda d'un air étrange. Vous devriez vraiment la voir. Surpris, Ben acquiesça. Lorsque la porte s'ouvrit, il resta bouche bée. Devant lui se tenait une femme remarquable, grande, aux cheveux noirs, à la présence captivante. Ses traits n'étaient pas parfaits, mais ils étaient saisissants. Une légère courbe dans son nez ajoutait à sa beauté, rendant son visage plus expressif. Ben ne s'était pas rendu compte qu'il la fixait jusqu'à ce qu'il se lève brusquement, gêné. Désolé pour le bureau. Je vous serre la main. La femme, imperturbable, sourit et s'assit. Je suis Sylla Dero, monsieur Mitchell. Je ne suis pas journaliste.
J'écris un livre intitulé Métamorphose du système bancaire américain au XXIe siècle. D'après ce que j'ai lu, votre banque serait une excellente étude de cas. Ben était intrigué. Ils discutèrent pendant des heures et il apprit que Scylla était titulaire d'un MBA de Wharton et avait travaillé dans le conseil avant de décider d'écrire. Ils échangèrent sur leur parcours et Ben raconta l'histoire de la création de Community First Bank. À la fermeture de la banque, Scylla s'excusa. Je ne me rendais pas compte qu'il était si tard. Voulez-vous continuer autour d'un dîner ou d'un café? J'adorerais, mais j'ai déjà des projets, ajouta-t-elle en souriant. Et si on se rencontrait une autre fois? Ben accepta sans hésiter, et ils fixèrent un autre rendez-vous. Leur lien se renforça au fil de leur conversation, et Scylla émut Ben avec sa propre histoire de comment elle avait surmonté un premier mariage violent. À la fin de la soirée, elle l'embrassa sur la joue. C'était merveilleux, dit-elle, et Ben ne pouvait qu'approuver. Ils attendaient tous deux avec impatience leur prochaine rencontre. Ben avait depuis longtemps cessé de nier l'attirance grandissante qu'il ressentait pour Scylla. Elle ne ressemblait pas aux femmes qu'il avait rencontrées après la perte d'Elizabeth. Intelligente, attachante, dotée d'un esprit vif et d'une beauté saisissante qui rivalisait avec celle des mannequins de magazines. Leur dîner s'était déroulé sans effort, leur alchimie était indéniable. Lorsqu'elle demanda à visiter sa maison un soir, il fut ravi. En franchissant la porte, il la lui fit visiter fièrement. La maison, désormais symbole de sa réussite, lui parut encore plus significative à cet instant. Il accrocha son manteau, puis commença à lui en expliquer les caractéristiques. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Scylla se tourna vers lui, l'embrassa passionnément et serra son corps contre le sien. Il resta là, un instant abasourdi, avant de l'attirer à nouveau dans un baiser passionné. Ses sentiments pour elle se déchaînèrent soudain d'une manière inattendue. S'ensuivit une nuit qu'aucun d'eux n'oublierait, d'une intensité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le lendemain matin, Ben se réveilla et trouva Scylla paisiblement endormie à ses côtés, impeccable comme toujours. Ils échangèrent des mots doux, chacun s'avouant l'amour profond qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Il était clair maintenant que ce qui avait commencé comme un entretien s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Dès lors, ils étaient inséparables. Ben la présenta à ses amis, lui fit visiter la ville et ne cachait plus leur relation. Ses amis, Perry en particulier, étaient soulagés de voir Ben enfin surmonter la douleur du passé. Mais certaines des femmes qui l'avaient poussé à sortir à nouveau semblaient moins ravies de le voir si heureux, leur envie étant évidente. 6 mois après le début de leur relation, Ben demanda Scylla en mariage. Elle accepta sans hésiter, tout en insistant pour un mariage simple et modeste dans leur jardin, avec Perry et sa femme Francis comme seuls témoins. La vie semblait parfaite. Ben avait tout ce qu'il avait cru impossible, l'amour, le succès et la perspective d'un avenir radieux. Mais tout bascula un soir, lors d'un événement prestigieux, où Ben fut nommé banquier de l'année. Alors qu'il se dirigeait vers le podium, une soudaine vague de vertige le frappa. Sa vision se déforma, son cœur s'emballa, et bientôt le monde autour de lui sembla s'écrouler. Son environnement devint surréaliste. Des silhouettes se déformèrent en des formes grotesques, et le podium lui-même devint une entité vivante, palpitant et se tordant entre ses mains. La panique s'empara de lui et il s'effondra. Submergé par les visions terrifiantes qui le consumaient, Ben fut transporté d'urgence à l'hôpital et Gina Esposito, une infirmière, fut chargée de s'occuper de lui. Au début, elle n'y prêta guère attention, mais lorsqu'elle apprit son identité, son point de vue changea. Elle avait entendu parler de Benjamin Mitchell, l'homme dont l'acte de compassion remarquable avait fait la une des journaux. Mais le voyant maintenant, corpulent et instable, elle se retrouva confrontée à la réalité de son état. Ses examens physiques étaient tous normaux, mais son esprit était en train de s'effondrer, et elle ne put s'empêcher d'éprouver de la compassion pour lui. Les pensées de Gina se tournèrent rapidement vers ses propres difficultés. Comment la vie avait pris une tournure inattendue. Après une rupture douloureuse et une grossesse non désirée, elle avait dû prendre un nouveau départ, vivre avec sa mère et élever sa fille, Angela. Malgré les difficultés, elle trouvait du réconfort dans le sourire de sa fille. Pourtant, ce nouveau patient, ce VIP, désormais sous sa garde, aurait besoin de plus que de simples soins médicaux. Il lui faudrait patience et compréhension pour appréhender la complexité de son état mental. En observant Ben, Gina ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui avait pu provoquer sa dépression nerveuse. Une dépression aussi soudaine qu'extrême. Le personnel hospitalier avait fait tout son possible,
mais la suite était incertaine. L'avenir de Ben était désormais entre les mains de ceux qui prenaient soin de lui et des forces mystérieuses à l'œuvre dans son esprit. Gina jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit que le patient, Ben, était assis tranquillement contre le mur. Il ne semblait pas agressif, alors elle décida de l'approcher. Elle demanda à une infirmière d'appeler Harold et entra dans la chambre pour voir comment allait Ben. Il leva les yeux, mais resta immobile, et Gina garda ses distances, l'observant attentivement. Lorsqu'il parla enfin, il parut confus et demanda qui elle était. Elle se présenta comme l'infirmière Esposito et lui demanda si elle pouvait l'aider en quoi que ce soit. À sa surprise, il demanda une tasse de café. Après une hésitation, Gina accepta et demanda à l'infirmière de la porter. Lorsqu'elle la lui tendit, Ben prit une gorgée et grimaça aussitôt, trouvant cela horrible, ce qui fit rire Gina. Il fit remarquer combien le bon café lui manquait, et Gina ressentit un léger soulagement face à son amélioration de l'humeur. Finalement, Ben demanda où il était. Gina l'informa qu'il était à l'hôpital psychiatrique de Longview après une dépression nerveuse. Il semblait perplexe, se souvenant d'un banquet, mais incertain de ce qui s'était passé ensuite, évoquant des cauchemars. Sa confusion s'accentua lorsqu'il demanda quel jour on était. Gina expliqua que c'était lundi, et Ben exprima son incrédulité d'avoir été inconscient tout le week-end, se demandant ce qui lui arrivait. Avant qu'elle puisse répondre, le docteur Adeno, le psychiatre en chef de l'hôpital, entra. Il salua Ben, qui le reconnut lentement. Le médecin confirma que la mémoire de Ben était intacte, ce qui était bon signe. Lorsque Ben insista sur son état, le docteur Adeno expliqua que, bien qu'il n'ait pas posé de diagnostic définitif, ils avaient exclu des causes physiques comme des tumeurs cérébrales, un accident vasculaire cérébral ou des convulsions. Ben était en bonne santé, mais l'épisode du banquet restait inexpliqué. Le médecin le rassura, s'il s'agissait d'un incident isolé, il le traiterait comme tel, mais si cela se reproduisait, ils étudieraient les traitements possibles. Ben se demanda s'il devait rester à l'hôpital et le docteur Adino suggéra qu'il serait judicieux de le surveiller, à la fois pour assurer sa sécurité et pour observer son rétablissement. Ben accepta à contre-cœur, sans savoir combien de temps il devrait rester. 1 heure après la fin de l'hospitalisation du docteur Ad, il dit à Gina que Ben était un patient important et qu'elle devait le surveiller de près, sans autre tâche. Elle était chargée de noter ses pensées, ses comportements et tout signe de rechute. Gina fut surprise par cette responsabilité, car elle n'avait jamais été assignée à un patient de manière aussi directe et constante, mais elle accepta. Plus tard, Gina retourna dans la chambre de Ben où il la salua sarcastiquement, lui demandant si elle était sa baby-sitter. Elle ignora la remarque et tenta de tirer le meilleur parti de la situation. Elle lui tendit un café Starbucks, ce qui adoucit immédiatement son attitude. Il la remercia pour son geste, soulignant combien un bon café lui manquait. Ben finit par accepter de coopérer et demanda s'ils allaient procéder à des tests psychologiques classiques. Au lieu de se lancer dans les tests, Gina choisit de l'interroger sur les événements ayant conduit à sa crise lors du banquet. Elle souhaitait comprendre ses émotions, ses actions et ses interactions avant l'épisode. Ce soir-là, au dîner, Gina fit part de sa nouvelle mission à sa famille. Son frère, Marco, inspecteur, était intrigué par l'affaire et chercha à en savoir plus sur Ben. Bien que Gina hésitait à parler des détails du patient, Marco parvint à trouver une vidéo en ligne montrant la crise de Ben lors du banquet. La vidéo les choqua tous, montrant Ben perdre le contrôle devant une foule. Marco supposa que Ben prenait probablement des médicaments, mais Gina écarta cette hypothèse, expliquant que des tests approfondis avaient montré qu'il était sobre. Elle remarqua que de nombreuses autres personnes avaient mangé la même chose au banquet sans problème. Marco, peu convaincu, continua ses spéculations, mais Gina resta ferme sur sa position, il s'agissait d'un cas médical et non policier. Plus tard, Marco montra à Gina une autre vidéo de Ben aidant un braqueur de banque en lui accordant un prêt au lieu d'empêcher le crime. Bien que cela paraisse étrange, cela ajoutait à la complexité du personnage de Ben. C'était un acte de gentillesse surprenant qui contredisait sa dépression. Le lendemain, Gina retourna dans la chambre de Ben, déterminée à établir une connexion avec lui. Il la salua de nouveau avec sarcasme, mais elle l'ignora et lui tendit un café. Il s'adoucit, la remercia, et les deux hommes commencèrent à avoir un échange plus coopératif. Gina décida de se concentrer sur les moments qui avaient précédé la dépression de Ben, espérant en savoir plus sur son état d'esprit avant son épisode.
Gina hésitait encore sur la manière dont elle devait surveiller l'état mental de Ben et sur ce qu'elle pouvait réellement accomplir. Mais à mesure qu'elle passait du temps avec lui, elle commença à entrevoir des lueurs de sa personnalité au-delà de l'hostilité initiale et espérait qu'ils pourraient surmonter ensemble cette période difficile. Gina poursuivit son interrogatoire, essayant d'obtenir le plus d'informations possible, même si rien ne lui parut inhabituel au début. Elle insista, veillant à ne rien manquer d'important. Finalement, elle demanda à Ben de décrire l'épisode qu'il avait vécu, espérant que les détails aideraient le docteur Adenau à établir un diagnostic. Ben hésita, mais Gina expliqua qu'en dire plus pourrait être utile. Alors qu'il commençait à décrire ce qui s'était passé, Gina eut du mal à garder sa distance professionnelle. Contrairement à de nombreux patients qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient un problème, Ben semblait parfaitement conscient de son comportement anormal. Il parla des sensations effrayantes qu'il avait éprouvées, entendant une femme crier, mais goûtant un goût amer et voyant une couleur bleue en passant sa main sur un tapis. Cette expérience l'avait terrifié. Gina expliqua qu'il s'agissait probablement d'une forme de synthésie où les sens se mélangent et le cerveau les interprète mal. Ben était encore perturbé par ce souvenir, mais le fait d'entendre un nom semblait le réconforter, même s'il ne souhaitait pas approfondir. Gina, sentant son malaise, suggéra qu'il fasse une pause et déjeune. Pendant le repas, Gina chercha un sujet neutre, décidant finalement de se concentrer sur le passé de Ben pour en apprendre davantage sur lui. Elle l'interrogea sur ses centres d'intérêt familiaux et sur tout ce qui pourrait éclairer l'origine de sa dépression. Au début, Gina craignit qu'il ne soit à court de sujets de conversation, mais une fois lancée, la conversation s'engagea. Elle ne cherchait pas seulement des faits. Elle cherchait à comprendre les facettes profondes de la personnalité de Ben. Ce qu'elle apprit la surprit. Ben ne venait pas du milieu qu'elle imaginait pour un banquier prospère. Son père était cadre intermédiaire et sa mère souffrait d'alcoolisme, ce qui affecta profondément Ben. Gina comprit pourquoi il était si prudent quant à l'alcool. Elle constata également que malgré les difficultés de sa mère, Ben s'était rapproché de son père, faisant preuve de résilience plutôt que d'amertume. Alors que Ben s'apprêtait à parler de son ex-femme, Elisabeth, une infirmière l'interrompit pour rappeler à Gina le changement d'équipe. Elle promit qu'il reprendrait la conversation le lendemain et partit rapidement se reposer. Le lendemain matin, Gina apporta à Ben son café Starbucks préféré, et il sembla sincèrement ravi de la revoir et de ce geste. Tandis qu'ils continuaient leur conversation, Ben se confia sur ses relations passées, et Gina fut étonnamment émue par son récit. Lorsque Ben partit pour sa consultation avec le docteur à 1h, Gina dut se remettre de ses émotions qui avaient commencé à monter. Le lendemain matin, assis ensemble, Ben lui demanda ce qu'elle pensait du docteur Adenau. Gina ne voulait pas exprimer ses sentiments personnels face à l'attitude détachée du médecin, alors elle répondit avec diplomatie. Ben, peu convaincu, retourna la situation et interrogea Gina sur elle. Au début, Gina a essayé de garder les choses professionnelles, mais elle a ensuite décidé de partager son histoire avec lui. Ben a posé des questions réfléchies, en particulier sur son ex-petite amie et la grossesse. Son intérêt semblait authentique, et Gina s'est retrouvée à révéler plus qu'elle n'avait prévu, en particulier sur la façon dont son ex l'avait abandonnée lorsqu'elle est tombée enceinte. Ben semblait vraiment indigné par cela, et leur conversation a pris un ton émotionnel plus profond. Tout comme elle lui parlait de sa fille, une femme est entrée, une silhouette frappante qui a attrapé Gina off guard. Ben l'a immédiatement reconnue. C'était sa femme, Scylla. Ben s'est levé avec enthousiasme, mais Gina est rapidement intervenue, sentant que la situation pourrait devenir incontrôlable. Elle a rappelé à Ben de rester calme et il s'est assis à contre-cœur. Scylla, bien que polie, semblait distante. Elle s'est brièvement présentée à Gina, déclarant qu'elle était au courant de la politique de l'hôpital pour que le personnel soit présent avec Ben à tout moment. Scylla a fait un petit signe de tête, acceptant cela sans trop de résistance. La conversation entre Ben et Scylla a été remplie de plaisanteries formelles. Scylla a mentionné le chaos à la banque après l'incident de banquet, qui semblait agiter Ben. Malgré son enthousiasme à la voir, il a également exprimé une certaine déception, en particulier à propos de sa visite retardée. Scylla a essayé de lisser les choses en lui offrant un cadeau, une tasse de café Starbucks et 2 paquets de sucre. Elle l'embrassa rapidement sur la joue, s'excusa d'avoir dû partir et se précipita à la porte, laissant Ben fixant le café dans ses mains, confus. Gina a observé toute l'interaction. Alors que Ben avait clairement été heureux de voir Scylla, elle sentit une tension non résolue entre eux.
Elle ne pouvait s'empêcher de se demander dans quelle mesure cette complexité émotionnelle contribuait à la rupture de Ben. Alors qu'elle regardait Scylla partir, elle a fait une note mentale pour suivre la situation. Il y avait plus dans l'histoire que de rencontrer l'œil. Gina ne pouvait pas secouer la déception qu'elle ressentait après que la femme de Ben, Scylla, soit partie si brusquement. La tristesse évidente de Ben a persisté, et malgré le rassurer sur le café et la beauté de sa femme, il est resté distant. Il était clair que le départ de Scylla l'avait frappé fort. Une infirmière a interrompu leur moment, rappelant à Gina qu'il était temps pour son changement de quart. En partant, la frustration de Gina a bouilli. Comment Scylla pourrait-il être si indifférent à la souffrance de Ben si elle était à la place de Ben? Gina pensait que son mari serait à ses côtés tous les jours, ne disparaissant pas après 5 minutes. Ce soir-là, son frère Marcos taquinant de s'impliquer trop avec sa patiente n'a fait qu'alimenter sa colère. Elle s'est disputée avec lui au sujet du manque de préoccupation de Scylla, mais Marco a juste haussé les épaules, disant qu'elle ne connaissait pas toute l'histoire. Gina a rejeté ses remarques, mais le lendemain matin, elle n'a pas pu s'empêcher d'arriver tôt à l'hôpital. Coupe Starbucks en main pour Ben. Cependant, alors qu'elle s'approchait du sol, l'infirmière de la nuit l'a averti que Ben avait subi un autre épisode grave. Gina se précipita à la fenêtre de vision et a vu Ben, retenu dans une veste droite, clairement en détresse. Après avoir appris que l'épisode a commencé après un changement de quart, Gina a essayé de garder ses émotions en échec alors que l'infirmière a détaillé comment Ben avait été délirant et désorienté, perdant peut-être sa vue. Il ne s'était calmé qu'après une forte dose de diazépam. Gina est entrée dans la pièce et après quelques hésitations, a soigneusement retiré Ben de ses contraintes. Il s'est effondré sur ses genoux, sanglotant comme un enfant. Et pour la première fois, Gina a vu un patient qui comprenait pleinement la gravité de son état. Cela lui a brisé le cœur. Alors qu'elle le réconfortait, une infirmière est entrée avec la seringue pour les médicaments de Ben, cloloapine, un antipsychotique destiné à le stabiliser. Malgré sa détresse antérieure, l'énergie de Ben semblait complètement drainée. Après s'être endormie, Gina a vérifié ses dossiers médicaux et a été perturbée par le changement de diagnostic. Ce qui semblait être un épisode aigu était maintenant décrit comme un trouble persistant. Plus elle lisait, plus elle devint mal à l'aise. Elle savait que l'état de Ben était grave. Mais le manque de communication avec sa femme était inacceptable. Bien que ce ne soit pas sa responsabilité, elle a appelé Scylla pour l'informer de l'état de Ben. La réponse indifférente de Scylla, promettant de visiter lorsque son travail le permet, a laissé Gina furieux. Cette nuit-là, toujours en train de fumer, Gina a demandé à Marco de regarder les antécédents de Scylla. Malgré sa réticence, il a accepté, sentant que quelque chose n'était pas correct. 2 jours plus tard, lorsque Gina est retournée au travail, elle a trouvé Ben plus modéré que jamais. Il s'est plaint de se sentir mentalement lent du médicament, mais ses questions sur la fin de la faim ont été teintées de démission. Gina a essayé de le distraire en posant des questions sur son travail. Il semblait désintéressé au début, mais alors qu'il partageait une histoire sur son père et leur voyage, son ton a changé. La passion retourna à sa voix et Gina a été surpris de voir comment son énergie a repris pendant qu'il parlait. Sa curiosité initiale à l'égard de la banque est devenue un véritable intérêt car l'enthousiasme de Ben était contagieux. Pour la première fois depuis un moment, Gina a vu une lueur de la personne qu'il avait été avant sa maladie. À la fin de la journée, leur conversation s'était étendue bien au-delà du déjeuner, et Gina s'est retrouvée engagée dans un sujet qu'elle avait autrefois rejeté comme terne. Mais voir les pensées et les émotions de Ben et Guise lui a donné l'espoir qu'il commençait à se battre. Gina était sur le point de parler avec Ben lorsque Scylla Mitchell est entrée, accompagnée d'un homme que Gina n'a pas reconnu. Elle a immédiatement ressenti un pincement de suspicion. L'homme, regardant autour de l'âge de Ben, mais avec un peu plus de poids et d'amincissement, se tenait par Scylla. Ben, clairement excité de voir sa femme, les a accueillis tous les deux. Il a présenté l'homme en tant que Perry Bergen, son partenaire commercial. Alors qu'ils commençaient à discuter des questions commerciales, Scylla a rapidement dirigé la conversation vers des problèmes plus urgents. Elle a expliqué que la banque sous l'absence de Ben avait eu du mal sans PDG et que les derniers développements ont clairement indiqué que Ben ne reviendrait pas à son rôle de sitôt. Perry a ajouté qu'il y avait des rapports et des contrats critiques qui avaient encore besoin de l'attention de Ben, qui, selon lui, n'avaient pas encore été officiellement abordés. Ben, confus et bouleversé, a essayé de discuter, mais Scylla a bien interrompu. Elle l'a rassuré que personne ne le retirait en tant que PDG,
mais ils avaient obtenu la procuration par le juge Gray pour gérer ses affaires temporairement pendant qu'il se remet. Ben semblait stupéfait par cette révélation, ses épaules s'affaissant alors qu'il absorbait la nouvelle. Le poids de tout cela le portait clairement, et il a tranquillement accepté la situation. Gina, voulant le réconforter, a remarqué la deuxième infirmière du quart de travail lui signalant, la provoquant à partir. Elle a promis à Ben qu'elle reviendrait le matin, mais en les regardant partir, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir enragée à quel point la situation avait été froidement gérée. C'était comme si Scylla et Perry prenaient le contrôle sans une seconde réflexion. Plus tard dans la soirée, alors que Gina traversait le parking, elle a entendu des voix se disputant dans l'ombre. Curieuse, elle s'est rapprochée et s'est figée lorsqu'elle a reconnu les voix de Scylla et Perry. Ils se disputaient sur leur contrôle sur la situation. Avec Perry rassurant Scylla que c'était fini maintenant que Ben était hors de la photo. Les soupçons de Gina ont été confirmés. Scylla et Perry avaient une liaison, et leur conversation semblait suggérer qu'ils avaient introché le dos de Ben. Fumant, Gina s'est précipitée chez elle et a confronté son frère, Marco, qui avait examiné les antécédents de Scylla. Elle avait besoin de réponses et Marco avait trouvé des détails troublants. S'il avait déjà été marié à un banquier à Miami, mais avait été expulsé après avoir été surpris en train de tricher. Marco a révélé que Scylla avait fui pour éviter les représailles des liens de son mari, atterrissant finalement à Philadelphie. Gina était horrifiée et tout sur le comportement de Scylla semblait désormais plus calculé. Toujours en colère, Gina a décidé de surveiller de près la femme de Ben. Elle ne savait pas quoi faire de la situation, mais quelque chose à propos de la nature froide et manipulatrice de Scylla ne s'assoyait pas avec elle. Le lendemain matin, avant son quart de travail, Gina a reçu un appel de Marco. Perry Bergen avait été retrouvé mort d'une crise cardiaque présumée. Choquée, Gina s'est rendue compte qu'elle devrait le dire à Ben, même si elle redoutait de lui annoncer une nouvelle dévastatrice. Lorsque Gina est entrée dans la chambre de Ben, il était assis tranquillement, son expression distante. Elle l'a doucement informé de la mort de Perry, et la nouvelle a semblé briser le peu de sang-froid que Ben avait quitté. Son chagrin était cru et il a commencé à se glisser vers la panique et la confusion. Gina est restée à ses côtés, essayant de le calmer, alors même qu'il se tordait de détresse. Son comportement erratique s'est intensifié, mais la présence apaisante de Gina semblait lui apporter un réconfort. Elle le tenait, lui caressa le dos et chanta doucement, essayant de soulager ses souffrances. Finalement, Ben est tombé dans un sommeil épuisé. Gina, épuisée émotionnellement, a soigneusement quitté son côté et a verrouillé la porte derrière elle. L'infirmière en service a remarqué sa détresse et a souligné le maquillage maculé sur le visage de Gina. Elle n'avait pas réalisé à quel point la situation l'avait affectée. Alors que la soirée avançait, elle gardait un œil sur Ben, soulagé quand il a finalement remué. Ben remua, toujours groggy, ses yeux flous. Puis la reconnaissance a ensuite traversé son visage suivi d'une vague de désespoir. Il a rappelé l'épisode précédent, les sensations étranges, la confusion. C'était l'impression que tout était en train de devenir incontrôlable, et il ne pouvait pas l'arrêter. Gina serra doucement sa main, essayant de le rassurer. Elle a expliqué que cet épisode, bien que troublant, était différent. Cela avait été plus court, et il avait réussi à récupérer seul sans que personne n'ait besoin de le retenir. Pour elle, cela semblait être un progrès. Mais Ben ne pouvait pas le voir. Il était frustré, pensant que son esprit lui avait de nouveau échoué. Même si cette fois, cela n'avait pas été aussi terrifiant. Il avait ressenti une lueur de contrôle. Une petite victoire au milieu du chaos. Gina était tranquillement soulagée. Cet épisode avait été moins grave que les autres, et elle ne pouvait s'empêcher de sentir que Ben s'améliorait. Elle a gardé ses pensées à elle-même à la fin de son quart de travail, et elle est restée derrière pour revoir ses dossiers médicaux, espérant trouver une explication. Mais tout semblait normal. Pas de résultat de test inhabituel, pas de réponse claire. Pourtant, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose avait changé. Ce soir-là, quand elle est rentrée chez elle, Marco l'attendait. Il n'était pas d'humeur à plaisanter. Il voulait savoir ce qui s'était passé avec Ben. Gina a expliqué le dernier épisode, soulignant qu'elle pensait que c'était un bon signe que Ben avait récupéré si rapidement. Mais Marco n'était pas convaincu. Il a suggéré que Ben pourrait utiliser quelque chose d'illicite. Connexion des symptômes à la consommation de substances. Gina, cependant, était catégorique.
L'épisode avait été différent cette fois, moins sévère, moins chaotique. Marco l'a pressé sur les détails des tests de Ben. Gina a expliqué que Ben avait subi un test d'urine après son premier épisode, selon les directives fédérales. Mais Marco a souligné que les pilules pouvaient quitter le système rapidement, en quelques heures dans certains cas. Il a demandé quand les tests avaient été effectués, et Gina a rappelé qu'ils avaient été réalisés trop tard. Eh bien, après le premier épisode de Ben, Marco a suggéré que cela pourrait expliquer pourquoi les pilules ne s'étaient pas présentées. Gina a d'abord rejeté l'idée au début, mais se souvenait ensuite qu'une seule personne avait donné quelque chose à Ben, sa femme, Scylla. Elle lui avait apporté un café de Starbucks, qui aurait pu être falsifié. Marco n'a pas tardé à établir une connexion, suggérant que les paquets de sucre pourraient être à l'origine du problème. Gina, maintenant à bord, savait que quelque chose était éteint, mais ne savait pas comment procéder. Marco, toujours prudent, l'a averti de faire attention et lui a rappelé qu'il n'avait pas de preuves, seulement des soupçons. Il l'a exhorté à continuer à observer, mais à ne pas tirer des conclusions. Le lendemain, Gina est entrée au travail avec un cœur lourd. Incertain de comment gérer Ben. Elle ne voulait pas susciter ses émotions en élevant ses soupçons, en particulier à propos de Scylla. Elle savait que la nouvelle de la mort de Perry lui avait déjà causé suffisamment de douleur. Mais plus elle y pensait, plus elle devient paranoïaque. Quelque chose n'allait pas. Plus tard dans l'après-midi, Gina a été prise au dépourvu lorsque l'infirmière en service lui a demandé d'emmener Ben au bureau du docteur Adinar au 6e étage. C'était très inhabituel. Les patients n'y ont jamais été envoyés. Les sonnettes d'alarme sont parties dans la tête de Gina. Pour s'acheter un peu de temps, elle a demandé à l'infirmière de préparer le fauteuil roulant de Ben pendant qu'elle allait aux toilettes. Une fois à l'intérieur, elle a rapidement appelé Marco. Elle a expliqué l'étrange demande et comment cela ne correspondait pas aux procédures habituelles de l'hôpital. Marco, qui semble insuffisant, ne comprenait pas pourquoi elle était si inquiète. Il a rejeté ses peurs, incapable de laisser ses propres responsabilités. Gina, frustrée et anxieuse, a senti un os se resserrer dans son estomac. Elle était convaincue que quelque chose n'allait pas. Malgré l'indifférence de Marco, Gina a essayé de se stabiliser. Elle savait qu'elle devait être forte pour Ben, mais le malaise la rongeait. Quand elle est retournée à Ben, elle a trouvé le fauteuil roulant en attente et a fait de son mieux pour expliquer la situation. Ben, confus et un peu alarmé, a posé des questions sur la visite du bureau du docteur Adnar. Gina l'a rassuré, disant que c'était juste une précaution pour le garder en sécurité. Ben a accepté son explication, bien qu'il soit clairement incertain. Alors qu'il se dirigeait vers le rendez-vous, l'esprit de Gina a couru avec des questions. Qu'est-ce qui se passait vraiment dans les coulisses et combien de temps pourrait-elle protéger Ben des forces sombres en jeu? Lorsque l'ascenseur a atteint le 6e étage, Gina a roulé le fauteuil roulant de Ben dans l'espace inconnu. C'était sa première fois sur le plancher administratif, et elle a immédiatement remarqué le tapis épais qui a rendu difficile la poussée de la chaise. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que le sol n'était pas destiné aux patients, une pensée qui l'a mis sur le bord. Alors qu'ils approchaient de la fin du couloir, elle a été surprise de voir Ed, le grand ordonnant, ouvrir les doubles portes du bureau du docteur Adno. « Ed, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, confuse. « Je suis ici pour m'assurer qu'il n'y a pas de perturbation, » a-t-il répondu avec un sourire narquois, s'écartant pour la laisser passer. À l'intérieur, Gina a repéré le docteur à une heure parlant avec Scylla Mitchell sur un balcon spacieux. La situation s'est éteinte, mais elle ne savait pas pourquoi. Le médecin les a accueillis chaleureusement et lui a ordonné d'amener Ben afin qu'il puisse profiter du soleil de l'après-midi. Gina le roula vers le balcon où Scylla l'embrassait rapidement. Le câlin semblait distant, pas comme un geste aimant, mais elle gardait ses pensées pour elle. Alors que le groupe s'installait à une petite table, Gina se tenait maladroitement près de l'entrée tandis qu'Ed s'attardait à proximité. Le docteur Adeno avec un air d'autorité a suggéré qu'il prenait des boissons. Ben a refusé l'alcool et Adeno l'a rapidement rassuré pour offrir du café et du thé à la place. Lorsque le médecin s'est tourné vers Gina et lui a dit d'apporter les boissons, elle a été surprise. Elle n'aimait pas être traitée comme une serveuse, mais elle a décidé de rester composée et a suivi ses instructions. Dans la petite cuisine, Gina a préparé les boissons, toujours perplexe par la situation. Que célébrait-il? Elle ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle remplissait les tasses, ses yeux ont atterri sur les paquets de sucre soigneusement disposés sur les soucoupes.
Une pensée effrayante l'a frappée. Et si le sucre avait été falsifié, mais avant qu'elle ne puisse s'y attarder, la voix du docteur Ednoe l'a rappelé. Elle a sorti le plateau et Scylla a immédiatement arrangé les tasses. Le médecin l'a remerciée et lui a dit qu'elle pouvait partir, mais Gina a hésité. Elle ne voulait pas laisser Ben tranquille dans une situation aussi inconfortable, mais l'expression d'Adeno a grandi et exigeant. À contre-cœur, elle ferma la porte derrière elle et s'éloigna, sentant un sentiment croissant de terreur. À l'intérieur, Ben était visiblement nerveux, incertain de ce qui se passait. Il a demandé au docteur Adeno et à Scylla pourquoi il était là, mais ils ont repoussé ses préoccupations, suggérant qu'il se détend et profite du soleil. Alors qu'ils sirotaient leur boisson, Adeno a commencé à parler de sa vision de l'hôpital à long terme et de ses réalisations, mais Ben n'a pas vu comment cela se liait à lui ou à Scylla. Scylla a coupé en expliquant que l'hôpital était confronté à de graves problèmes financiers, qu'Adeno a minimisé. Elle a laissé entendre que la solution pouvait provenir d'un changement de leadership à la Community First Bank CFB. Ben était confus et a essayé de repousser, mais Scylla a poursuivi, ce qui implique que si la direction actuelle de CFB était hors de la photo, la banque pouvait prêter à l'hôpital dont il avait besoin. Ensuite, les paroles de Scylla ont pris une tournure plus sombre. Elle a admis avoir manipulé Perry Bergen pour l'aider avec ses plans. Mais quand il est devenu trop difficile à contrôler, elle a dû l'éliminer. Le choc de Ben a grandi alors que Scylla a révélé qu'Adeno l'avait aidé dans ses efforts. Son esprit a couru et il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Avant que Ben ne puisse réagir davantage, Scylla a expliqué avec désinvolture que le seul moyen de garantir le succès de leur plan était de rester mentalement invalide. Elle avait sous sédation son café et bientôt il aurait un autre épisode, un assez grave pour qu'il tombe du balcon et mourrait. Ben a paniqué, mais avant qu'il ne puisse résister, il a senti les effets des pilules s'installer. Alors que son corps commençait à s'affaiblir, Ed, l'ordonnance, s'avança pour le retenir. Ben a lutté et a crié, mais les pilules faisaient déjà des ravages. Soudain, la porte s'est ouverte et Gina se précipita à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu lui fais ?» Elle a crié. Elle a vu Ed immerger sur Ben et sans réflexion l'a confronté. Scylla sourit. « Ah, l'infirmière. Je me demandais quand tu t'apparais. On dirait que tu t'es trop impliqué avec mon mari. » Adeno, stupéfait par l'apparence soudaine de Gina, gelé. Scylla, cependant, est restée calme. Elle nargua Gina, suggérant que sa tentative héroïque de sauver Ben ferait une histoire tragique. Elle voulait transformer Gina en martyr, faisant sa mort une partie de leur plan ordonné. Alors que la tension s'intensifiait à 1 heure, visiblement perturbée par la tournure des événements, a commencé à perdre le contrôle. Son visage se tordit de panique, et il a crié, s'échauffant comme s'il essayait d'échapper à une force invisible. Dans une frénésie soudaine, il est monté sur la balustrade du balcon et est tombé à sa mort, hurlant tout le long. Gina était sous le choc, réalisant ce qui venait de se passer. « Je suis désolée, marmonna-t-elle. Je ne savais pas que cela se produirait comme ça. » Elle avait échangé les paquets de sucre, en remplaçant celui sous sédation par un destiné au médecin. Mais cela semblait que les dégâts avaient déjà été causés. Ben s'est effondré sur sa chaise, gémissant alors qu'un autre épisode commençait. Ed, enragé, a sorti un couteau et a avancé sur Gina. Dans une panique, elle a crié pour qu'il s'arrête. Mais avant qu'Ed ne puisse l'atteindre, Marco a fait irruption dans la pièce, outil dessiné, criant pour lui de geler. Le grand homme s'est tourné pour affronter son nouvel adversaire, mais Marco a tiré son outil à plusieurs reprises. Les balles semblaient inefficaces. Marco recula, frustré et trébuché sur le fauteuil roulant, s'écrasant au sol avec un gémissement. Il gémit une fois avant de devenir complètement silencieux. Scylla a été la première à réagir, essayant rapidement de se diriger vers la porte. Cependant, Gina n'a pas tardé à attraper son poignet, l'empêchant de s'échapper. Réalisant qu'il n'y avait aucune issue, Scylla se composa, ajustant ses vêtements. Elle a ensuite tenté de tourner les tables, accusant Gina de sédager le docteur Adin 1 heure et tenté de la cadrer. Gina a immédiatement riposté, niant cette affirmation et soulignant plutôt que Scylla avait essayé de piluler Ben et qu'Ed l'avait attaqué. Scylla, imperturbable, a tourné une histoire. Sur Ed étant un employé de l'hôpital qui essayait simplement de protéger le médecin. Elle a également affirmé que Ben, qui avait été sous la garde du docteur Adeno, était mentalement instable. Mais Gina était préparée. Elle avait un téléphone avec elle qui avait tout enregistré. Elle a révélé l'enregistrement dans la pièce,
espérant que ce serait suffisant pour prouver la culpabilité de Scylla. Le téléphone a capturé toute la conversation, exposant le complot. Scylla, malgré son coin, est resté calme et composé. Alors que Marco a emménagé pour l'avoir manchette, Gina se précipita pour vérifier Ben. Il était toujours affalé sur sa chaise, tête baissée. Elle a doucement pris sa main et lui a dit tranquillement ce qui s'était passé. Ben leva les yeux, confus et semblait lentement retrouver son sang-froid. Il a fallu un moment avant que la reconnaissance ne le frappe. Le flashback, déclenché par le stress, avait assombri sa mémoire. Mais maintenant, il se souvenait. Scylla avait assassiné Perry et elle avait essayé de lui faire de même. Elle avait mélangé quelque chose dans sa boisson pour lui faire du mal. Plutôt que de répondre avec un choc ou une peur, Gina lui sourit, son expression pleine de fierté. Ben avait surmonté son flashback. Il en avait sorti rapidement. Ce fut un énorme pas en avant dans son rétablissement. Gina l'embrassa de joie, sachant qu'il était sur le chemin de la guérison. 2 semaines plus tard, Gina est rentrée du travail pour y trouver son frère aîné. Elle l'embrassa fermement, l'appelant son héros, un sentiment qu'il a pris avec un mélange de modestie et de fierté. Elle a exprimé sa profonde gratitude, expliquant que s'il n'était pas revenu quand il l'a fait, elle ne serait peut-être pas sortie de la situation vivante. Son frère a révélé qu'il avait entendu son appel téléphonique et en entendant la peur dans sa voix, il est revenu pour aider. C'était une décision qu'il ne regretterait jamais. Avec des larmes de gratitude dans ses yeux, Gina le serra à nouveau dans ses bras, son appréciation pour lui évidente. Après le dîner, Gina a suggéré que sa jeune fille, Angela, va jouer dans sa chambre afin qu'elle puisse parler avec son frère en privé des derniers développements de l'affaire. Marco, désireux de la remplir, a partagé que Scylla avait été inculpée par un grand jury. Cependant, elle avait embauché un éminent avocat et a plaidé non coupable, espérant échapper aux conséquences de ses actions. Gina a été indigène, mais Marco est resté non basé. Il savait que l'affaire était forte. Ils avaient l'enregistrement et Scylla n'a pas pu le contester. Cependant, son avocat tentait de faire valoir que la conversation entre elle et le docteur était privilégiée. Bien que Marco n'ait jamais entendu parler d'une telle défense, il était convaincu qu'il y avait beaucoup d'autres preuves pour la condamner. Il a partagé ses pensées avec un soupçon d'ironie. Il a presque ressenti de la sympathie pour Scylla. Il a dit, si seulement elle n'était pas si manipulatrice. Elle avait des calculs depuis des années, mais ses plans se sont toujours effondrés. Elle avait épousé Ben, en espérant que sa position lui donnerait accès à la richesse et au luxe. Mais quand Ben a refusé l'offre du groupe de banque, elle a décidé de le faire déclarer fou avec l'aide du docteur Adenau. La plupart des intrigues, mais pas le plan de liquidation de Ben. L'épouse, Scylla, a peur que leur relation devienne publique et les questions qui se poseraient, a décidé qu'elle ait dû se débarrasser de lui aussi. Elle pensait qu'une fois que Bergen était hors de la photo, elle aurait le plein contrôle et pourrait faire ce qu'elle voulait avec la banque. Gina a rappelé à Marco que la mort de Bergen avait été jugée une crise cardiaque. Mais Marco a expliqué que l'autopsie initiale n'avait augmenté aucun drapeau rouge. Cependant, lorsque le médecin légiste a examiné son cœur de plus près, il a montré des signes d'un infarctus du myocarde. Maintenant, avec une ordonnance du tribunal, le DA avait exagéré le corps de Bergen pour enquêter davantage. Marco soupçonnait que Scylla l'avait empoisonné avec une substance qui pourrait déclencher une crise cardiaque. Gina a rappelé avoir entendu des rumeurs selon lesquelles la digitale aurait pu être la cause. Marco a accepté, disant que ce n'était pas surprenant étant donné la mauvaise santé de Bergen. Marco a émis l'hypothèse que Scylla avait empoisonné Bergen pendant leur séjour ensemble chez lui. Après avoir passé la nuit avec lui, Bergen s'est probablement endormi, lui donnant l'occasion d'administrer la dose mortelle. Au moment où il a réalisé ce qui s'était passé, il était trop tard. Elle a quitté la maison, et il semblait que rien ne manquait. Toute la situation était effrayante, froide, calculée et cruelle. Gina frissonna à l'idée de tout cela. Réalisant à quel point Scylla était allée pour obtenir ce qu'elle voulait. Leur mère, qui avait écouté la conversation, était toujours confuse. Elle a demandé avec qui Scylla avait été impliquée, Perry Bergen ou le docteur Adenau. Gina a rapidement répondu, suggérant que Scylla était probablement impliquée dans les deux car elle ferait tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Marco a accepté, mentionnant que si Scylla a refusé de répondre aux questions sur sa relation avec Adenau, il ne pouvait pas le savoir avec certitude depuis qu'il était mort. Cependant, il était clair qu'elle avait un effet de levier sur lui,
en utilisant ses difficultés financières pour obtenir son aide et faire déclarer Ben malade mental. Une fois que Bergen est devenu un problème, il semblait qu'Unner l'avait également aidé avec lui. Ils examinaient toujours les dossiers de l'hôpital, mais Marco était sûr qu'il trouverait des preuves. Marco a ensuite expliqué que lorsque Bank Group s'est retiré de l'acquisition, Kia a vu Ben comme un obstacle et a décidé de l'éliminer. À ce moment-là, Adeno était tellement impliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre à travers. Il a comparé le plan de Silla au cancer, la croissance et la propagation jusqu'à ce qu'il soit incontrôlable. Il a admis que Gina avait joué un rôle central pour l'arrêter. Leur mère, fière d'eux, les a embrassés. Juste au moment où ils appréciaient le moment, la sonnette a sonné. Ben Mitchell est entré en tenant une grande boîte de Liscala pour remercier Gina. Il a exprimé sa gratitude, bien que Marco a plaisanté en disant qu'il n'avait pas apporté de fleurs pour lui. Ils ont tous ri et Angela, la fille de Gina, est descendue dans les escaliers curieux du bruit. Lorsqu'on lui a présenté Ben, elle a demandé s'il était celui que sa mère aimait, ce qui a fait rougir Gina. Ben a répondu chaleureusement, disant à Angela qu'il était vraiment fou de sa mère, laissant tout le monde souriant.